Il y a trois types de gouvernement. La monarchie qui est le pouvoir d'une seule personne, l'oligarchie qui est le pouvoir de quelques-uns, et la démocratie qui est le pouvoir de la majorité si ce n'est de l'entièreté du peuple. Dans une oligarchie, les décisions sont prises en fonction des intérêts du petit groupe au pouvoir et non de l'ensemble de la population. Ces personnes appartiennent aux classes les plus riches, les plus influentes ou à une élite militaire, économique, religieuse ou intellectuelle. Le gouvernement oligarchique est une forme déviante de gouvernement. Les oligarques n'ont que faire du bien commun. Ils corrompent, déforment et démantèlent les systèmes de pouvoir pour servir leurs propres intérêts. À partir du moment où le pouvoir est aux mains des oligarques, les réponses rationnelles, prudentes et réfléchies aux problèmes sociaux, économiques et politiques sont ignorées pour nourrir une avidité. Le stade final de toute civilisation est caractérisé par la sophistique des oligarques, qui ravagent la carcasse pourrissante de l'État. Les oligarques se servent des structures de pouvoir et de décision uniquement pour favoriser leurs propres intérêts. Sous couvert de réduire l'État administratif, ils creusent en réalité les déficits publics et préservent leurs privilèges économiques et resserrent le contrôle social à l'intérieur du pays. Les institutions qui œuvrent pour le bien commun sont affaiblies ou supprimées au nom de la déréglementation et de l'austérité. À l'inverse, celles qui consolident l'autorité des oligarques se développent, justifiées par des arguments de sécurité nationale, de croissance économique ou de maintien de l'ordre. La France est en oligarchie. Une oligarchie plus discrète qu'en Chine ou en Russie. Les oligarques en Russie sont apparus après la chute de l'URSS. Ils sont d'abord des hommes d'affaires qui ont racheté à bas prix les ressources publiques. Leur richesse est directement liée au pouvoir politique. Sans proximité avec le Kremlin, ils ne survivent pas. En Chine, l'oligarchie est de type parti unique. Le pouvoir est détenu par une élite politique issue du parti communiste. Les grands patrons sont puissants, mais toujours sous le contrôle du parti. Ici, il n'y a pas de milliardaires indépendants. Leur fortune existe tant qu'ils restent alignés avec le pouvoir politique. La France reste une république démocratique, avec des élections et des institutions. Mais le pouvoir réel est partagé entre trois pôles. Un pôle économique, médiatique et administratif politique. En effet, il existe une certaine noblesse d'État en France. Des écoles forment une élite fermée qui occupe tous les postes stratégiques dans l'État et les grandes entreprises. On parle ici d'une oligarchie technocratique, une élite éduquée et homogène qui se coopte. On a donc aussi le contrôle des médias, la quasi-totalité de la presse est entre les mains des grands patrons, et il faut aussi prendre en compte le rôle de l'Union européenne. Les décisions économiques et financières se prennent de plus en plus à Bruxelles. Le lobbying y est intense, mais moins transparent qu'aux États-Unis. Cela crée une oligarchie supranationale où les grandes firmes pèsent sur les lois européennes. Les oligarques inscrivent leurs enfants dans des écoles privées et leur achètent leur admission dans des universités d'élite. Alors, ils ne voient aucune raison de financer un enseignement public de qualité pour l'ensemble de la population. Les oligarques peuvent engager des équipes d'avocats hors de prix pour leur éviter à eux et à leurs familles tout ennui juridique. Alors, pourquoi respecter la loi? Quand les oligarques ne volent pas à bord d'un jet privé, ils volent en première classe. Aussi, autorisent-ils les compagnies aériennes à négliger les pauvres en classe éco. Ils n'utilisent pas les métros, les bus ou les trains. Il n'y a donc pas de fonds pour l'entretien et l'amélioration de ces services. Les oligarques ont des cliniques privées et des médecins privés, alors ils ne veulent pas payer pour la santé publique. Les oligarques détestent la presse qui, lorsqu'elle fonctionne, révèle au grand jour leur corruption et leurs mensonges. Alors, ils achètent et contrôlent les systèmes d'information. Raison pour laquelle Internet est le dernier rempart à protéger la liberté d'expression aujourd'hui. Les oligarques considèrent cyniquement les lois comme des mécanismes légalisant leur fraude et leur pillage. Ils utilisent leurs lobbyistes au sein du pouvoir législatif pour rédiger des projets de loi accroissant et sauvegardant leur richesse, par l'évitement de taxes et d'autres moyens. Les oligarques ne permettent pas des élections libres et justes. Ils utilisent des donations de campagne pour s'assurer que d'autres oligarques soient élus et réélus. Les oligarques considèrent les réglementations visant à préserver l'environnement ou à garantir la sécurité des travailleurs comme des entraves au profit. Les oligarques délocalisent leurs industries pour s'enrichir. Les oligarques préfèrent des divertissements vulgaires, des choses stupides, plutôt que la vraie culture. Ils n'aiment pas les artistes et les intellectuels, car ces derniers défendent la réflexion, la critique et les vraies valeurs, qui s'opposent à leur obsession du pouvoir et de l'argent. Ils mènent donc une guerre contre la culture. Ils la traitent d'élitiste, fasciste ou immorale, et lui coupent les financements. Il ne fait aucun doute que nous vivons dans un état oligarchique. Une minorité contrôle une majorité des richesses. Statistique semblable à celle mondiale, où 1% de la population possède plus de la moitié des richesses créées. Cette richesse se traduit évidemment en pouvoir politique. Nul besoin d'études pour savoir que la majorité de la population n'est pas en accord avec les décisions politiques prises par les élites économiques ou les groupes d'intérêt. En outre, même si une large majorité de Français était favorable à un changement de politique, elle ne l'obtiendrait pas. Les infrastructures ne
sont plus fiables, l'eau, l'air et le sol sont empoisonnés, la population est abandonnée, sans éducation, sans formation, démunie et oppressée par les organes de sécurité intérieure et assaillie de désespoir. L'État finira par faire faillite. Les oligarques répondent à cette détérioration constante en obligeant les travailleurs à faire plus pour moins. Le rôle politique du pouvoir de l'entreprise, de la corruption des processus politiques et représentatifs par l'industrie du lobbying, l'expansion du pouvoir exécutif au mépris des restrictions constitutionnelles et la dégradation du dialogue politique encouragé par les médias sont les bases du système et non des excroissances. Note le philosophe Sheldon Wolin. Le système demeurerait en place même si le Parti démocrate atteignait une majorité. Et si cela advenait, le système imposerait de sévères limites à des changements indésirables, comme semble l'anticiper la timidité des propositions de réforme actuelles des démocrates. En dernière analyse, la stabilité et le conservatisme tant loués du système américain ne doivent rien à des nobles idéaux, et tout au fait irréfutable qu'il est imprégné de corruption et inondé de financements provenant principalement de riches donateurs et d'entreprises. Quand $1 million minimum sont requis de la part des candidats à la Maison Blanche et des juges élus, et quand il est attendu du démobilisé qu'il chante le patriotisme et du citoyen ordinaire qu'ils le servent, affirmer à une telle époque que la politique telle que nous la connaissons peut miraculeusement remédier aux maux qui sont essentiels à son existence même est un acte de mauvaise foi. C'est la même chose en France et de manière globale, ce qui nous amène à la partie suivante. L'oligarchie, c'est la forme de gouvernance la plus adaptée aux élites mondiales, aux élites françaises. Parce qu'une poignée d'hommes unis par leurs intérêts communs valent 1000 foules désordonnées. L'oligarchie, c'est l'équilibre parfait de la concentration des pouvoirs. Et si le Forum économique mondial à Davos existe, et si en France le siècle réunit chaque année les hauts fonctionnaires, PDG, journalistes et politiques, c'est bien pour cette raison. C'est parce que les élites, éparpillées, divergentes, doivent se coordonner, se synchroniser pour tracer une seule ligne directrice. Car le pouvoir est le plus puissant lorsqu'il avance dans une seule et même direction. Diviser pour mieux régner, disaient déjà les Romains. Mais entre eux, les élites le savent. Unir, c'est dominer. Et puis soyons clairs, si le pouvoir appartenait réellement à la totalité de la population, si chaque voix pesait vraiment également, rien ne se construirait jamais. Un pouvoir dispersé est un pouvoir trop stérile. Trop de visions, trop de contradictions, trop de chaos. Quand la foule hésite, l'élite tranche. C'est pourquoi voter ne change rien. Et si ça changeait quelque chose, ça n'existerait pas. Si maintenant on enterre Macron et toute l'Elysée, le pays continuera de tourner à merveille. Parce que le pouvoir véritable ne siège pas là-bas. Le pouvoir se niche ailleurs, dans les réseaux d'influence, dans les dîners fermés où se joue à huis clos l'avenir du peuple. Sous oligarchie, la démocratie est écrasée. Les citoyens votent, mais leur choix n'influence que partiellement les décisions. Les lois sont dictées par les intérêts des élites économiques et médiatiques. L'éveil se répand, et beaucoup se détournent de la politique. Quand on voit que les mêmes acteurs orientent les grandes décisions, pourquoi voter? Les inégalités explosent, la concentration des richesses entre les mains d'une minorité entraîne une fracture sociale grandissante. Services publics, santé, logement ou éducation sont sous-financés, tandis que les élites accèdent à des services privés de haute qualité. Les salariés doivent produire plus pour moins, les infrastructures publiques se dégradent, l'environnement est ravagé au profit des grandes entreprises. La population reçoit une vision partielle du monde, influencée par les intérêts de ceux qui possèdent ces médias. Ces débats publics sont orientés, les sujets gênants pour les élites sont minorés ou absents. Une culture de masse standardisée, politiquement correcte, où les contenus éducatifs, critiques ou indépendants peinent à exister. Cela limite la capacité des citoyens à se forger un jugement libre et informé. Les Français ne sont pas bêtes. Ils ressentent de plus en plus l'écart entre leur voix et le pouvoir réel. La confiance dans les gouvernements, les partis et même les élections diminue. Ce désenchantement favorise l'extrême fragmentation politique, l'émergence de mouvements populistes ou radicalisés, et un dialogue public de plus en plus conflictuel et extrême. La conséquence finale est une société plus divisée, où la cohésion nationale et la confiance mutuelle se fragilisent, tandis que l'oligarchie continue de consolider son pouvoir, échappant à tout véritable contrôle populaire. La France est officiellement une démocratie, mais dans les faits, un petit nombre décide et une majorité subit.